Et c'est ce dipôle énergétique yin-yang qui est utilisé dans l'alimentation macrobiotique pour pouvoir déterminer les équilibres alimentaires et donc les modes alimentaires et donc l'état à la fois thérapeutique et l'état prophylaxique que l'on peut attribuer aux personnes qui soit la pratiquent à titre, comme je l'ai dit, préventif, soit à titre curatif. Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Aujourd'hui, j'aimerais vous plonger dans une approche très particulière, à la fois ancienne et innovante, l'alimentation énergétique. Un courant qui relie directement notre assiette à notre énergie vitale. Bien avant que les plantes médicinales, la médecine chinoise ou l'acupuncture ne se démocratisent, certaines traditions, notamment indiennes, chinoises et japonaises, avaient déjà développé une vision globale de la santé fondée sur l'énergie. L'alimentation y occupe un rôle central, au même titre que les soins du corps ou la respiration. Mais au-delà de la santé physique, ces courants associent l'alimentation à des valeurs profondes d'équilibre, de bonheur et de transformation personnelle. À l'heure où la nutrition moderne oscille entre biochimie et nutrition médicale, cette approche énergétique invite à un rééquilibrage et à une personnalisation. Avec ce sujet, on va essayer de comprendre que manger, ce n'est pas seulement nourrir son corps, mais c'est aussi faire circuler l'énergie vitale qui nous relie à la nature et à la vie. Avec moi aujourd'hui, j'ai quelqu'un que vous avez déjà vu dans un épisode précédent, le docteur Marc Lanor. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de te retrouver. Je vais refaire ta petite présentation, même si on sait déjà un peu qui tu es, si on a déjà vu notre épisode ensemble sur le jeûne. Alors, tu es ancien chercheur à l'INSERM en nutrition et mécanismes psychiques et enseignant universitaire. Tu as également été instructeur clinicien et thérapeute. Tu as développé le concept de psychonutrition. Tes recherches incluent les sciences orientales et la médecine énergétique. Et je voulais qu'on commence avec une petite question sur toi. Quelle est la chose la plus spirituelle que tu fais le dimanche ? Eh bien, le dimanche, je pratique ma méditation régulière. Ça s'appelle le zazen. Et je l'ai appris auprès d'un maître zen qui s'appelle Taizen Deshimaru, qui a fondé le zen en France. Le zen en France, installé le zen en France et dans toute l'Europe, et qui connaît très bien le fondateur de la macrobiotique, qui est Georges Osawa, puisque Georges Osawa l'a aidé effectivement à étendre le zen et le zazen en France et en Europe. Trop bien, on va parler de la macrobiotique un petit peu aujourd'hui dans le détail. Oui. J'aimerais qu'on se plonge quand même d'abord dans ce que c'est l'alimentation énergétique. Je t'avoue que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, tu m'as parlé de ça et j'étais vraiment dans un vide intersidéral. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Personne ne savait un peu m'en dire plus. Et en règle générale, l'alimentation énergétique, c'est pas quelque chose que j'ai entendu non plus de la bouche de certaines personnes que j'ai côtoyées. Et quand j'ai parlé avec mes collègues, la première chose qu'ils m'ont mentionné, c'était plutôt l'alimentation des 5 éléments. En fait, de ce que j'ai compris, dans la tradition de la médecine chinoise, chaque aliment est associé à une énergie, une saveur et un élément. Le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau qui influencent notre équilibre intérieur. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette approche énergétique de l'alimentation diffère peut-être de la vision occidentale moderne de ce qu'il y a aujourd'hui ? Il faudrait d'abord parler de l'alimentation et de la nutrition occidentale, en tout cas explorée et développée en Occident, surtout en Europe, évidemment, en Occident. Elle s'appuie sur des recherches qui sont à la fois chimiques, sur les bases de la chimie et sur les bases de la biologie. Ça a donné la biochimie. Et en général, pour aller très vite, elle tourne autour des explorations, des études, des recherches qui ont été faites dans des laboratoires. Et on a découvert qu'il y avait aussi bien dans le corps humain que dans l'environnement, des lipides, des glucides, des protéines, des vitamines, des minéraux, et après on a vu qu'il y avait des fibres qui concernent l'alimentation humaine.
Et donc, ces éléments-là, ce sont des éléments qui ont été découverts au sein, au sein d'un tube à essai, hein, donc dans un laboratoire. C'est toujours en évolution parce que les lipides, ensuite, on a découvert qu'il y avait plusieurs types de lipides. Pour les glucides, c'est pareil. Il y a des personnes qui confondent ce qu'on appelle les glucides simples avec les glucides complexes, hein, ce qu'on appelle les glucides à chaîne très très longue et qui sont complètement différents. Et puis les protéines, etc. Donc, et évidemment le concept de calories qui soulève beaucoup de controverses parce que ces histoires de calories soulèvent notamment beaucoup de controverses, notamment dans le jeûne. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui peuvent très bien vivre avec un taux de calories très très bas, 350, 300 kilocalories, etc. Donc ça, c'est la nutrition et l'alimentation, que l'on trouve en Occident. Et en médecine chinoise, on n'a jamais entendu parler de ça. Non, en médecine chinoise, non, mais ça n'empêche qu'en Orient, on a repris, après, à partir du 19e siècle, en Orient, au Japon, en Chine, etc., des médecins se sont intéressés à cette approche de nutrition, etc. Mais en médecine chinoise, enfin, dans la médecine orientale, le principe, il est le suivant. Il y a une philosophie et une science d'Extrême-Orient, c'est-à-dire une philosophie et une science d'Extrême-Orient, qui a donné naissance à un ensemble d'applications. Et une de ces applications, qui est utilisée d'ailleurs en thérapeutique, pas seulement en Chine, mais aussi bien en Inde qu'au Japon et dans les autres pays orientaux, hein, surtout dans les pays asiatiques, eh bien, c'est une application de la nutrition. Et cette philosophie et sciences d'Extrême-Orient est tirée des recherches anciennes qui ont été faites par on va dire des sages, des philosophes, des érudits, il y a très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années, probablement 5000 ans ou peut-être plus de 5000 ans. Et à partir de là, il y a, on va dire, un premier sage en Chine qui a été appelé Fuxi, et qui a déterminé que tous les phénomènes du monde, y compris l'homme, étaient soumis à un dipôle énergétique, le yin et le yang. Et ce dipôle énergétique du yin et du yang, il en a ensuite, c'est devenu une clé pour l'utilisation, je vais très vite, dans la nutrition. Et c'est ce dipôle énergétique yin-yang qui est utilisé dans l'alimentation macrobiotique pour pouvoir déterminer les équilibres alimentaires et donc les modes alimentaires et donc l'état à la fois thérapeutique et l'état prophylaxique que l'on peut attribuer aux personnes qui soit la pratiquent à titre, comme j'ai dit, préventif, soit à titre curatif. Donc c'est énergétique, elle repose sur un dipôle yin et yang et à partir de ce dipôle yin et yang, on établit une série, on en parlera tout à l'heure, une série d'aliments qui sont classés à dominante yin ou une série d'aliments qui sont classés dominante yang. Oui, justement, j'allais parler des associations. Là, par exemple, c'était les 5 éléments où il y avait les saveurs qui étaient associées à un élément particulier comme l'amer, le salé, le sucré, l'acide, le piquant, où justement, ça allait faire quelque chose dans l'organisme, soit le tonifier, soit le détendre, le réchauffer, le refroidir. Donc, on allait chercher un peu des effets en fonction de ces aliments-là. Il y a d'autres, du coup, formes d'alimentation énergétique, tu l'as déjà cité, la macrobiotique. J'ai trouvé aussi d'autres formes dans mes recherches. Alors, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Ça concerne les 5 éléments. Oui, dis-moi. Alors, Georges Osawa est le fondateur de la macrobiotique et de sa philosophie. Il n'a jamais parlé des 5 éléments. Il n'a pas introduit les 5 éléments dans la macrobiotique. C'est un de ses étudiants aux États-Unis qui s'appelle Cauchy et qui a introduit les 5 éléments par extraction de ce qui existe dans la médecine chinoise ou dans l'approche chinoise dans la relation au monde. Voilà, c'est à une époque, Lao Tse, c'est yin et yang, Fuxi, c'est yin et yang, c'est le bagua, c'est-à-dire les 8 trigrammes, et après est venu, on va dire, Confucius. Et après Confucius, il y a eu les écoles confucéennes. Et à partir de ces écoles confucéennes, il y a eu une création d'un modèle particulier qui s'appliquerait à la fois à la société et à l'homme, que sont les 5 éléments.
Il faut savoir qu'après la mort de Confucius, il y a eu des dizaines et des dizaines d'écoles confucéennes qui sont créées. Ces élèves ont créé des dizaines et des dizaines d'écoles. Et j'ai posé la question à 2 chercheurs en médecine chinoise qui vivent en France, qui parlent parfaitement le français, évidemment qui connaissent bien l'histoire de la Chine, etc. Et je leur ai demandé d'où venaient ces histoires de 5 éléments. Ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé la provenance exacte. Ils ont dit ce sont les écoles confucéennes qui ont créé ça. Mais dans l'approche macrobiotique, c'est le yin-yang, et c'est à partir du yin-yang que l'on construit l'alimentation macrobiotique, mais pas seulement l'alimentation, les comportements, etc., et la thérapeutique. Les 5 éléments sont venus après, par l'introduction d'un étudiant qui a, je pense, voulu un petit peu agrémenter la philosophie macrobiotique, mais en réalité, l'origine, et ça reste toujours à l'origine, il n'y a pas ces 5 éléments. Je voulais qu'on parle un peu d'autres courants d'alimentation énergétique. J'ai trouvé dans la médecine ayurvédique basée sur les doshas, vata, pitta, kapha, un peu le même concept avec les énergies vitales qui gouvernent le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur ce type d'alimentation ? Oui, alors je ne suis pas un spécialiste de la médecine ayurvédique. Je pense que beaucoup de gens qui pensent qu'au bout de 2 ou 3 ans, ils peuvent pratiquer la médecine ayurvédique se trompent. Enfin, j'ai rencontré évidemment des médecins indiens ayurvédiques et j'ai parlé avec eux. Il y en a même un qui m'a invité pour une conférence pour justement la macrobiotique parce que ça l'intéressait. La médecine ayurvédique, pour les Indiens qui veulent l'apprendre et devenir médecin, c'est 10 ans d'études. Et après 10 ans d'études, c'est 10 ans de pratique. Donc au bout de 20 ans, on peut pratiquer la médecine ayurvédique véritablement. Donc ça, c'est pour une petite introduction. Alors, il faudrait peut-être dire une chose sur un petit peu l'histoire de la science et de la philosophie chinoise. Il faut savoir que une grande partie de ce qui existe en Chine par rapport à la philosophie et par rapport à, on va dire, à la médecine et aux différentes applications vient de l'Inde. Les Chinois, beaucoup de Chinois, des sages, des érudits, des gens intelligents ou des aventuriers, allaient en Inde pour apprendre à la fois la médecine, dite donc ayurvédique, mais aussi la philosophie, etc. On le sait par le bouddhisme, puisque le bouddhisme est entré en Chine, mais on le sait aussi par un ensemble par un Bodhidharma, par exemple, était un Indien, c'était pas un Chinois. C'était un Indien, il a introduit le zen et le zazen en Chine, etc. Donc, on peut dire que les Chinois, pendant une longue période, ont été les étudiants des Indiens. Et à partir de là, ils ont construit de façon très ingénieuse et de façon très pragmatique un ensemble d'applications, le massage, les arts martiaux, l'alimentation, la phytothérapie et l'acupuncture que l'on connaît. Pour revenir à la médecine ayurvédique et concernant la question que tu m'as posée, il faut savoir qu'à l'origine, les Indiens savaient très bien que le monde, l'univers est généré par un double pôle, un dipôle, ils l'appellent tamasique, rajasique, et à partir de ce dipôle qui ressemble au yin et yang, étrangement, rajasique yang, tamasique yin, ils élaboraient toute leur philosophie, leurs arts et évidemment leur médecine. Il y a évidemment un troisième élément, un troisième concept qui est arrivé en même temps, puisqu'ils l'ont ajouté, puisque c'est un concept un concept idéal, c'est le concept de sattva. Et ce concept de sattva est un peu une association des deux. C'est, on va dire, le stade idéal de l'homme accompli ou de la situation accomplie ou de la solution accomplie, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais on est toujours dans le chaud et le froid, le yin et le yang, mais en réalité, le yin et le yang, le chaud et le froid, etc., le feu et l'eau, sont des variables du yin-yang. On peut pas inverser, on peut pas qualifier une alimentation en disant on va utiliser le chaud et le froid, comme l'utilise d'ailleurs actuellement la médecine traditionnelle chinoise, qui est une partie de la médecine antique chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, dite traditionnelle, elle a été tronquée de beaucoup de choses, mais c'est une partie de la médecine antique chinoise. Et donc, dans ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une diététique chinoise, une diétothérapie chinoise, qui, on va dire, classifie les aliments et les approches de diagnostic et de thérapeutique. Pas les approches de diagnostic, puisque les approches de diagnostic se font avec le yin et le yang. Mais dans les approches thérapeutiques alimentaires, ils utilisent souvent le chaud, le froid, le feu, surtout ce phénomène de température
qui date d'une certaine époque, toujours confucianiste, mais qui n'est pas véritablement la qualification du yin-yang, etc. La macrobiotique, la philosophie utilise véritablement les deux pôles yin-yang, et on verra encore tout à l'heure comment on classe les aliments suivant cette énergie du yin-yang. Merci pour ce petit tour d'horizon sur ce type d'alimentation. J'en ai trouvé une autre en cherchant un petit peu. C'est l'alimentation pranique issue du yoga et de certaines traditions ésotériques qui considèrent que les aliments contiennent un prana, c'est-à-dire une énergie vitale. Alors, de ce que j'ai compris, le but, c'est de consommer des aliments frais, vivants et naturels, que ce soit des fruits, des légumes, des graines germées, etc. Ils sont dits riches en prana, tandis que les aliments industriels ou transformés sont soi-disant morts énergétiquement. À ton avis, pourquoi ils considèrent que les produits transformés sont des aliments morts ? Il faudrait que je parle un peu de l'aliment, mais très rapidement. Tout ce que je dis, c'est haché. Je suis désolé, mais c'est que... Voilà, on ne peut pas parler. Ce sont des questions très profondes qui appellent derrière de l'histoire, de la science, de la physiologie, de la biologie, mais aussi de la philosophie orientale, etc. L'Orient et l'Occident sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Donc pour en revenir au prana, il faut savoir que selon mes recherches, et d'après ce que j'ai repris des choses qui existaient déjà, quand on consomme un aliment, il y a 3 états. Il y a d'abord l'aliment au niveau de la structure biochimique de l'aliment. On le consomme parce qu'il y a un certain nombre d'acides aminés essentiels, de protéines, glucides, lipides, etc., qui vont nous servir pour pouvoir faciliter. Je n'ai pas dit pour pouvoir fabriquer des protéines, pour pouvoir faciliter la production, la biosynthèse de nos protéines humaines. Je précise qu'un aliment, c'est une substance étrangère. Ça n'est pas une substance humaine. Quand on consomme l'aliment, on consomme une substance étrangère qui doit être transformée. Et les phases de transformation, déjà au niveau physiologique et biologique, sont très complexes. Déjà dans la bouche, par la mastication, on fait une transformation absolument extraordinaire. Pas seulement par le broyage mécanique, mais aussi par l'ensemble des enzymes qui sont sécrétées dans la bouche, l'ensemble de certains neurotransmetteurs aussi. Ensuite, une fois que c'est fait, alors évidemment énergétique, etc., et puis ensuite, ça passe dans l'ésophage, l'estomac, etc. Bon, je ne vais pas faire quelque chose sur toute la digestion, mais revenons à l'aliment. Donc, il y a l'aliment en tant que physique, structure chimique, biochimique, plutôt biochimique que chimique. La chimie, c'est la biosynthèse de laboratoire. La biochimie, il y a de la biochimie dans l'aliment parce qu'il est vivant. Voilà. La deuxième chose, c'est que quand on consomme ce même aliment, par exemple une carotte, eh bien, il y a une énergie intrinsèque à la carotte. La carotte possède une énergie comme nous possédons une énergie. Et cette énergie, c'est le prana dont parlent les pratiquants de la prana alimentation. C'est cette énergie de la carotte. Il y a une carotte, quand elle est fraîche, tirée de la terre, immédiatement, elle a une certaine quantité d'énergie, donc de prana, et au fur et à mesure qu'on la laisse stocker, le prana s'en va petit à petit au fur et à mesure, parce qu'elle n'est pas en contact avec son élément, avec sa mère, j'allais dire, en faisant un pléonasme, la mère maternelle, qui est le monde végétal, la terre, etc. Donc elle n'est pas en contact avec ça, donc elle perd, effectivement. Si on l'industrialise au fur et à mesure, c'est-à-dire si la terre est traitée avec des produits chimiques, à ce moment-là, il y a une baisse de la potentialité énergétique de la carotte en question, ou de l'aliment en question. Ensuite, il y a des transformations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des adjuvants, des produits que l'on associe pour les transformer, pour blanchir, etc. Et on arrive effectivement à un produit où il y a toujours du prana, mais en très petite quantité. Le prana ne disparaît jamais. Ensuite, troisième élément, dans l'aliment, dans la carotte elle-même, il y a ce qu'on peut appeler la mémoire énergétique de la carotte. La carotte, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de la Terre. La Terre, c'est une planète qui baigne dans une galaxie, la galaxie dans un cosmos, et le cosmos à partir d'un début de création énergétique, donc de l'énergie qui a créé la biodiversité de tous les éléments cosmiques, donc dans un champ, etc., d'espace-temps magnétique, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu des éléments quantiques. Et tout ça, la carotte possède une mémoire phylétique, on va dire phylogénétique, de cette mémoire énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est stockée, entre guillemets, dans la mémoire de la carotte. Donc il y a 3 éléments dans un même aliment et qui jouent un rôle très important.
Merci. Je trouve que, au final, ça a un peu le même concept de ce que j'avais trouvé après. Ça s'appelle l'alimentation vibratoire, qui est un peu plus moderne. Elle s'inspire à la fois de la physique quantique, de la naturopathie et de certaines traditions spirituelles, et qui repose sur l'idée que tout dans l'univers, y compris les aliments, émet une vibration. Donc là, voilà, même concept que l'alimentation pranique. Plus un aliment est frais, naturel, vivant, plus sa fréquence vibratoire serait élevée et donc bonne pour nous. En règle générale, en s'inspirant de tous les types d'alimentation que j'ai cités, est-ce qu'il y a un point commun sur la façon de distinguer un élément qui élève notre énergie par rapport à un aliment qui nous affaiblit? Oui, oui, alors, concernant les vibrations, évidemment. Très rapidement, dans la philosophie, la science d'Extrême-Orient, j'ai pas dit la philosophie macrobiotique, parce que la philosophie macrobiotique est incluse dans la philosophie la science d'Extrême-Orient. À l'origine, il y a quelque chose qu'on peut lire chez Lao Tzu, qu'on peut lire. À l'origine, il y a que Georges Sawa a appelé l'expansion infinie pour modériser le terme, mais il y a une infinité inconcevable, indécelable. Et à partir de cette infinité, il y a une polarisation, quelque chose qui se fait, où il y a un dipôle qui se crée. C'est ce fameux dipôle énergétique yin et yang. Et ce dipôle énergétique, ce sont deux pôles qui sont complémentaires, qui sont très complémentaires, mais en même temps très opposés. Et ils vont ensemble se reconnaître, c'est-à-dire essayer de fusionner, mais en même temps se repousser. Et ce mouvement d'aller-retour des milliards et des milliards de fois crée une forme d'énergie, qu'on peut appeler une énergie absolue. Cette énergie absolue, qui n'est pas une énergie calorifique, une énergie chimique ou une énergie nucléaire, qui n'est pas encore une énergie quantique, elle est absolue, c'est-à-dire complètement pure, et à partir de cette énergie absolue, elle crée, par un effet toujours de mouvement de ces yin-yang, il y a un champ vibratoire magnétique qui va créer un espace-temps dans lequel, on va dire, des premières particules originelles quantiques vont se créer, ensuite des atomes, des molécules, etc., et ensuite, comme on le sait, les galaxies, les univers, etc. Et donc, au départ, il y a une vibration. Et cette vibration, évidemment, elle est, comme nous sommes issus de ce cosmos, forcément, on a un taux vibratoire. Et il y a des aliments, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple la carotte ou autre, qui, elle aussi, a un taux vibratoire par rapport à la fois à son prana, comme on a dit, son énergie intrinsèque, mais aussi à sa mémoire énergétique. Si elle a cette forme, c'est qu'il y a une mémoire. Tout ce qui a une forme a une mémoire. Et donc cette mémoire énergétique. Et donc il y a des aliments à haute fréquence, que l'on peut dire yin, et des aliments à basse fréquence, que l'on peut dire yang. Mais il ne faut pas se tromper. Pour que l'humain ou l'animal puisse avoir, on va dire, un corps psychique qui module à très haute fréquence, à haute fréquence, il faut que le corps biologique module à basse fréquence. Les basses fréquences dans le corps biologique créent, par sublimation, des hautes fréquences dans le corps psychique. Je sais que c'est un petit peu abstrait ou compliqué pour certains, mais il ne faut pas confondre. Et lorsqu'on prend des aliments yang, avec un équilibrage évidemment du yin. Donc basse fréquence. Donc basse fréquence. On crée des basses fréquences à l'intérieur du corps biologique. Et ces basses fréquences-là produisent à leur tour, par sublimation, les hautes fréquences psychiques, mentales, spirituelles. Lorsqu'on prend des aliments yin, c'est-à-dire qui dilatent, à force centrifuge, on crée une centrifugation, une dilatation du corps biologique. Par exemple, si on boit trop d'eau, il y a une dilatation du corps biologique, et à ce moment-là, on n'a pas le bénéfice, on peut pas, le corps psychique, puisque nous avons un corps psychique, qu'on le veuille ou pas, mais ça a été démontré maintes et maintes fois, on a un corps biologique et un corps psychique qui se confond avec le corps énergétique, et puis il y a un troisième corps, un corps spirituel. On peut appeler ça des corps, un petit peu comme les chimistes appelaient les corps, les atomes. Ils appelaient les corps, les atomes. Donc on peut appeler corps, ces trois corps-là. Et donc, quand le corps biologique vibre avec des éléments yin à haute fréquence, eh bien, le corps psychique ne répond pas, il reste à basse fréquence, et il reste aussi à très basse fréquence. Et on peut prendre aussi, alors il ne faut pas confondre aussi les fréquences
les ondes à fréquence haute et basse par rapport à la radio. Là, c'est différent. On est dans le monde, on va dire, des aliments, et la confusion ne doit pas être faite parce que les basses fréquences ne sont pas forcément négatives et les hautes fréquences ne sont pas forcément positives. Il y a un équilibre entre les deux à maintenir. On peut passer du coup au dernier exemple qui s'appelle l'alimentation macrobiotique qu'on a cité déjà plusieurs fois. C'est aussi la plus connue en Europe. J'avais envie de passer plus de temps dessus, non seulement parce que tu l'expérimentes depuis longtemps, mais aussi parce que c'est là où j'ai trouvé le plus d'informations intéressantes qui mettent en lumière comment fonctionnent les alimentations énergétiques en général. Avant qu'on aille dans le détail et que je commence à poser mes questions, j'aimerais faire un petit résumé de cette alimentation pour que à la fin tu me dises si c'est correct et qu'on rentre un peu plus dans le détail. Donc comme ça, c'est moi qui présente cette fois-ci, mais tu pourras me corriger si et à quoi que ce soit. Alors l'alimentation macrobiotique est en fait une approche née au Japon au début du XXe siècle et qui a été développée principalement par George Osawa, là, que tu as mentionné au début de cet épisode. Son ouvrage que j'ai ici, le Zen macrobiotique, décrit bien toute sa philosophie qui repose principalement sur la recherche d'un équilibre entre le yin et le yang, qu'on a mentionné aussi, mais aussi sur des valeurs beaucoup plus larges, le bonheur, la justice et la paix intérieure. Pour lui, l'alimentation n'était pas seulement un moyen de se soigner de ses maux, mais aussi une voie vers une vie plus consciente et harmonieuse. Et donc techniquement, la macrobiotique invite à manger de manière simple, locale et naturelle, en privilégiant les céréales complètes, les légumes, les légumineuses et les algues, tout en limitant les produits d'origine animale. C'est pas un régime strictement végétarien non plus. En tout cas, il y a une insistance que la macrobiotique, c'est certes une alimentation, mais c'est avant tout une philosophie de vie inspirée du bouddhisme zen et des lois de la nature. La macrobiotique a trouvé un écho qui était fort en Europe dans les années 60, de ce que j'ai compris, notamment en France et en Allemagne, où les mouvements de Lebensreform, c'est-à-dire du retour à la nature et du végétarisme, étaient déjà très développés dès les années 1900. Osawa voyait aussi dans cette approche une dimension curative face à diverses maladies et symptômes, mais surtout en prévention du cancer. Alors j'ai lu cet ouvrage de George Osawa, et comme c'est un peu le père de la macrobiotique, je voulais te poser quelques questions pour comprendre la théorie, et puis ensuite parler de la pratique. Est-ce que jusque-là, c'était correct ce que j'ai dit ? Alors, il y a quelques petits points quand même à rectifier. Vas-y. Alors, la macrobiotique, elle est pas née au Japon. Elle est le fondateur de la macrobiotique, George Osawa, est japonais. Évidemment, il est japonais. Mais en réalité, il a énormément voyagé. À partir de l'âge de 30 ans, environ, entre 25 et 30 ans, il est déjà venu en France. Il était commissaire de bord et il travaillait dans le domaine du commerce international pour une très grosse société. Et il était commissaire de bord. Et évidemment, il pratiquait déjà la macrobiotique. Il faudrait que je parle un peu de sa biographie. Mais il est venu en France plusieurs fois. Et ensuite, il est revenu en France dans les années 1929 parce qu'il désirait confronter ses connaissances, son expertise dans la médecine japonaise, qui est en réalité la médecine chinoise, dans la médecine chinoise dans laquelle il est devenu un expert, il est devenu un maître, reconnu évidemment au Japon, puisqu'il soignait, il donnait des cours, il soignait, etc. Mais on verra que par la suite, il a été reconnu comme véritablement expert en acupuncture, un maître de la médecine chinoise, en France, par Soulier de Moran, qui a introduit l'acupuncture. On dit qu'il a introduit l'acupuncture en France, mais en réalité, il l'a introduite avec George Osawa. George Osawa, on va en parler peut-être un petit peu dans sa biographie, est introduite. Donc, elle est née, la macrobiotique est née à la fois en Orient et en Occident. Du coup, j'aimerais bien revenir aussi sur ce que j'ai trouvé dans le livre. Il explique notamment qu'il serait possible de retrouver la santé, parfois même de guérir en seulement 10 jours, simplement en changeant son alimentation, sans médicaments ni cure de repos. Il parle aussi de l'importance de s'auto-consulter, c'est-à-dire d'observer soi-même son niveau de fatigue, son appétit, son sommeil, sa mémoire, son humeur ou même son sens de la justice par un système de points.
qu'on se donne pour atteindre, selon lui, les 7 conditions de la santé et du bonheur. À ton avis, pourquoi l'auto-observation et l'autocritique, c'était si important pour lui? Si tu veux, je peux te donner aussi une citation que j'ai trouvée, c'était « Vous devez être votre propre médecin ». Alors, tu as parlé de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, c'est dense, hein, c'est véritablement dense. Bon, concernant le problème de la définition de la santé. Bon, au début, la définition de la santé, d'après l'OMS, c'était quiconque a un bien-être physique, etc. Puis on a rajouté le bien-être psychique, etc. Et même, on considère qu'actuellement, la santé telle que définie n'est pas complète parce qu'il y a aussi un problème d'environnement, etc., qui peut jouer un rôle, etc. Mais dans ses travaux, il a défini la condition de la santé en sept étapes ou en sept dimensions, en 7 axes. La fatigue, le fait de ne pas être fatigué, ça veut dire que lorsqu'on fait un travail normal, qui demande une certaine énergie, une certaine activité, on ne doit pas sentir la fatigue. Sauf si le travail est exceptionnellement ardu, à ce moment-là, effectivement, il est normal, le corps est limité, il est normal qu'on ait une fatigue. Et dans cette fatigue, il faut comprendre comme première condition de la santé, qui est notée par un certain nombre de points, donc les 3 premières, c'est 5 points, puis ensuite 10 points, etc. Il faut savoir qu'il faut comprendre dans la fatigue ce qu'on comprend par la psychasthénie, c'est-à-dire l'asthénie. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas fatigués physiquement, mais qui sont fatigués dans leur tête. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, les deux, dans le terme de fatigue. C'est-à-dire ne pas être fatigué, être sans fatigue. Ensuite, la deuxième condition de la santé, pour aller très vite, c'est le bon appétit. Le bon appétit, c'est très simple, c'est je mange quand j'ai faim. C'est un peu le régime d'Okinawa. C'est le régime d'Okinawa, c'est-à-dire on mange si on n'a pas faim, on ne mange pas. C'est pas parce que c'est l'heure, midi, mes collègues vont manger, moi je vais manger si je n'ai pas faim. Donc ça, c'est on va dire, le bon appétit. Le bon appétit, c'est aussi la façon de pouvoir manger des choses qui sont naturelles. Si on te donne quelque chose qui est un peu trafiqué, plus ou moins, etc., tu dois le sentir. Ça aussi, c'est le bon appétit. Il y a aussi le bon appétit sexuel, qui est un appétit sexuel qui est normal, etc., équilibré. Ensuite, il y a une troisième condition de la santé, qui est le bon sommeil. Le bon sommeil, c'est très simple, c'est quelqu'un qui a un sommeil très profond. En général, 6 heures de sommeil doivent suffire. Un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. D'après les neurobiologistes, quand on fait 2 cycles ou 3 cycles, 3 fois 90 minutes, ça fait 4h50, 4h30. Ils estiment qu'ils ont fait à peu près le tour et ils voient qu'effectivement, quelqu'un qui a un sommeil bien profond est assez reposé. Alors, sauf si la journée a été exténuante, etc., il y a une prolongation. Mais ce qu'il appelle le bon sommeil, c'est un sommeil profond, et surtout un sommeil qui arrive immédiatement au moment où on se couche, au moment où on s'allonge. À ce moment-là, le sommeil arrive. Si on tarde à sommeiller, c'est qu'il y a un problème dans le bon sommeil. Ensuite, bonne mémoire. C'est la mémoire. La psychologie expérimentale décrète qu'il y a un certain nombre de mémoires. On peut dire qu'il y a 2 mémoires. Il y a une mémoire consciente. Tu te rappelles ton numéro de téléphone, etc. Et il y a un autre type de mémoire qui est, on va dire, une mémoire métempirique ou une mémoire subconsciente, qui est celle de se rappeler certaines choses qu'on a oubliées dans son enfance, etc., dont on peut se rappeler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la bonne humeur. Ça, c'est la joie de vivre. C'est le côté être joyeux constamment, quelles que soient les situations. Garder sa bonne humeur, quelles que soient les situations. C'est pas une bonne humeur artificielle, c'est une véritable joie qui relativise beaucoup, pour employer un terme très étudié. Puis la 6e, c'est l'organisation, l'ordre, la décision juste et spontanée dans toute situation, juste et porteuse. C'est pas juste une décision rapide, c'est une décision qui est porteuse et qui est porteuse, c'est-à-dire qui n'a pas de conséquences, qui est à long terme. Décider rapidement, il y a des gens qui décident rapidement, et après c'est la catastrophe. Puis la 7e, c'est la notion de justice. Alors la notion de justice, c'est l'interdépendance, la solidarité, savoir que nous ne sommes pas le seul dans ce monde, on s'en aperçoit aujourd'hui avec les problèmes de réchauffement climatique ou de dérégulation climatique. Et on voit qu'effectivement, on découvre qu'avec ce dérèglement climatique, l'homme, c'est un animal qui peut être dangereux et qui perturbe la planète, etc. Mais on découvre aussi, par ce dérèglement, qu'il est solidaire de la biodiversité, des animaux, d'un ensemble de choses, etc., des végétaux, et que cette diversité, si elle disparaît,
eh bien à ce moment-là, l'homme disparaîtra. Donc il n'est pas dépendant tout seul, enfin complètement découpé dans un monde, j'allais dire, planétaire ou universel. Eh bien c'est ça, là, c'est un peu, pour aller très vite, la notion de justice dans cette septième condition de la santé. Quand on les associe et qu'on estime que l'on a réussi dans ces conditions, il y a une notation, puisqu'il faut donner une notation sur 100, et si on est à 50 ou à 60%, eh bien à ce moment-là, on estime qu'on est à peu près en bonne santé. Voilà. Bon, c'est très clair et c'est vrai que j'ai pas fait le test parce que j'osais pas me donner certains points, mais du coup ça veut dire que voilà, il faut vraiment pouvoir estimer bien ce qu'on est capable de faire, bien comprendre nos faiblesses, nos forces pour pouvoir aller plus loin. Et donc, à propos de l'autocritique et de l'auto-analyse ou l'auto-observation, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que si on fait constamment, je ne vais pas dire un examen de conscience, bien que... Une introspection, exactement. Mais l'examen de conscience, ce n'est pas une invention d'une religion catholique ou etc., moraliste. Chez les philosophes anciens, l'examen de conscience était un moment dans la journée, le soir, avant de se coucher, ou le matin, qui était très important. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut s'observer soi-même pour pouvoir avoir la capacité de savoir deux choses. La première, c'est est-ce que l'on a fait des progrès dans sa, on va dire, dans sa vie, dans son existence, sur différents plans, sur le plan affectif, sur le plan sensoriel, émotionnel, intellectuel, tout ce qu'on voudra, social. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de savoir véritablement où sont ses limites. Et savoir où sont ses limites, ça veut dire que, quelque part, si on les connaît, on va chercher un petit peu à les dépasser pour toujours progresser dans cette philosophie des sciences d'Extrême-Orient qui vise surtout à développer, j'allais dire, dévoiler, à aller beaucoup plus loin dans le champ de la conscience. C'est-à-dire ce qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire la conscience, aller beaucoup plus loin dans le champ de la conscience et de l'intelligence, de comprendre ce qu'est la vie, et la nature et la vie, et aussi les univers et toutes les existences qui existent. C'est ça le véritable but philosophique de la philosophie des sciences d'Extrême-Orient, mais aussi dans la philosophie macrobiotique. Il y avait un autre conseil qui était repris du coup là dans la macrobiotique, c'est le yin et le yang dont on a parlé au début. Alors le yin et le yang, on le connaît par le blanc et le noir, le côté lumineux de la montagne et le côté ombragé. C'est pas quelque chose qui est trop abstrait pour moi en tout cas, mais dedans il y a un tableau des ingrédients où ces ingrédients sont classés soit en yin, soit en yang. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus les critères derrière cette classification et comment on pourrait utiliser ce tableau et s'en inspirer? Oui, alors il y a deux choses. Il y a le tableau. Alors, lorsqu'on parle à un Chinois qui s'intéresse à la philosophie, parce qu'ils ne s'intéressent pas tous à la philosophie chinoise, à la philosophie et la science d'Extrême-Orient, pas tous les Chinois. Voilà, il n'y en a que quelques-uns, c'est un certain nombre. Quand on lui parle de yin-yang, il dit « Ah oui, mais yin-yang, oui, je connais, c'est partout, ça veut dire beaucoup de choses, etc. » Donc il fallait donner des éléments des critères pour définir ce yin-yang. Et donc même dans la philosophie chinoise, ces critères sont donnés. Ils sont donnés, le yin et le yang, c'est l'eau est yin, le feu est yang, le yin est sombre, le yang c'est la lumière, le yin c'est la dilatation, le yang c'est la constriction, etc., etc. Et donc, il y a un tableau dans le zen macrobiotique qu'on fera passer pour que les auditeurs puissent le voir, où il y a un ensemble de critères qui sont donnés dans ce tableau par rapport à différents types de dimensions. Par exemple, le yin, c'est l'espace, le yang, c'est le temps. Je vais très vite. Le yin, c'est quelque chose qui est plutôt, que ce soit un aliment ou que ce soit un phénomène, qui va plutôt dans les couleurs rouge, orangé, pour le yang, rouge-orangé pour le yang, et le yin dans les couleurs violacées. Ensuite, il y a, concernant toujours le yin, il y a le phénomène de l'état, de la structure
à la fois physiques, des aliments par exemple, les aliments qui sont mous, qui ont une grande quantité d'eau, qui sont plutôt spongieux, qui sont pour les légumes qui poussent, qui sont très dilatés, qui poussent en hauteur, etc., sont des aliments yin. Les aliments yang, c'est le contraire. Après, il y a la forme, il y a la forme yang, c'est la forme plutôt carrée, on va dire même triangulaire, avec la base du triangle en bas. Et puis la forme yin, c'est plutôt le rond, avec le triangle inversé, la pointe vers le bas. D'ailleurs, on peut utiliser comme symbole yin-yang ces deux triangles. Le triangle, quand on les rassemble, ça fait une étoile, qu'on a appelée l'étoile de David, bien sûr, mais c'est un petit peu l'équilibre yin-yang, et en fonction de la grandeur de ces deux triangles, on voit s'il y a une dominante yang ou une dominante yin. Après, on peut les qualifier aussi sur le plan biologique, biochimique, chimique, etc., où on peut dire que, par exemple, le sodium et le magnésium font partie de la catégorie yang, et puis de l'autre côté, le calcium, le potassium, le phosphore, etc., font partie des catégories yin. Et donc, à partir de ce tableau qui est dans le zen macrobiotique, qu'on peut retrouver très facilement, on peut déterminer beaucoup plus facilement le yin-yang avec ces critères, et se dire, eh bien, si moi, je suis dans une constitution yin, je vais devoir manger une assiette à dominante yang, et si je suis dans une constitution plutôt yang, je vais devoir prendre une assiette à dominante yin. Voilà un peu comment ça se passe. Et donc, pour faciliter aux débutants, mais aussi aux experts qui s'intéressent à cette philosophie, ce principe macrobiotique, il y a une classification, toujours dans le zen macrobiotique, de 9 catégories d'aliments. Ces 9 catégories, ce sont les céréales, les légumes... Les légumineuses. Alors, les légumes et les légumineuses ensemble, Okay. Les céréales, les légumes, les légumineuses, les fruits, les poissons, les viandes à part, donc c'est une catégorie à part, les viandes, et les laitages, les beurres, etc., ce que j'appelle les blifs, beurre, laitage, yogourt, fromage, qui est une catégorie à part. Et puis, on a les boissons, et on a les divers qui sont difficiles à classer, comme la mélasse, les différentes huiles, le sucre évidemment, le miel. Et puis une autre catégorie, les condiments et les plantes. Voilà, il y a 9 familles, et dans chaque famille, il y a une classification des aliments qui va d'un extrême yin à un extrême yang. Alors il est évident que plus quelqu'un est expert, plus il peut... Alors, rien n'est interdit. Dans l'alimentation, on le voit bien, puisque dans ces 9 familles, il y a de la viande, il y a des laitages, il y a des poissons. Mais il y a des choses qui sont fortement déconseillées pour 2 raisons. Parce qu'elles sont très difficiles à équilibrer, extrêmement difficiles, et d'autres qui provoquent dans ce que j'appelle le prisme alimentaire humain, qui sont hors du prisme alimentaire humain dans son équilibre à la fois biologique, énergétique et spirituel. On va revenir là-dessus, j'avais une question pour toi. Avant ça, je continue avec un autre concept important, c'est les types de régimes macrobiotiques. Je crois que Osawa, il aimait bien en fait le chiffre 7 parce que là, il y a encore 7 niveaux avec les 7 conditions tout à l'heure. Ah, il y en a 10 ? Il y a 10 niveaux. Moi j'en avais vu 7, mais bon. Il y a 10 types de menus. Ok, donc ça va, il n'y a pas d'obsession là-dessus. Et donc c'est des niveaux qui vont d'une bonne variété, c'est-à-dire diversité d'aliments, à une forme de jeûne pratiquement, avec une alimentation à 100% céréalière. Moi, je voulais plutôt savoir pourquoi il y avait aussi un extrême qui allait vers les céréales. Pourquoi se nourrir de céréales, c'est un peu le niveau ultime de la macrobiotique. Toujours dans le zen macrobiotique, mais je fournirai le tableau. Je fournis le tableau pour les auditeurs. Il y a 10 menus. Et c'est simplement pour montrer que la macrobiotique, contrairement à ce que disent les médias ou les gens qui n'ont pas lu, etc. Parce que beaucoup de gens en parlent, mais ils ont très peu lu les livres. George Osawa a écrit 300 livres en japonais. 300 livres en japonais. Certes, ce sont des livres qui évoluent au fur et à mesure, il faut le préciser, mais 300 livres. Et il a écrit 9 livres en français dans la langue française. Parce que George Osawa a été à l'école française au Japon, il a appris le français et il a renforcé sa culture française, son français, en venant plusieurs fois en France. Donc ces 9 livres de George Osawa sont écrits de sa main en français, et il y en a 4 ou 5 qui ont été traduits du japonais en français,
dont un qui s'appelle La vie macrobiotique, par son étudiant très très proche, qui s'appelle Yoshimi Klim. Klim Yoshimi, Yoshimi Klim. Donc, il y a 10 menus. C'est tout simplement pour montrer aux différentes personnes qui abordent cette approche macrobiotique, qu'on peut être dans la macrobiotique un petit peu végétarien, qu'on peut être aussi un petit peu manger des produits animaux, qu'on peut être aussi végétalien, qu'on peut aussi associer des combinaisons très différentes, et que la macrobiotique ne se résume pas à un régime numéro 7, dont je vais parler, qui est le fameux régime numéro 7, qui est 100% de céréales. Ah, c'est peut-être céréales là complètes. J'avais pris le chiffre. Mais ça n'empêche qu'il y a un régime numéro 6, où il y a 90% de céréales et 10% de légumes ou de légumineuses, et puis un régime numéro 5, où il y a 80 et 20, c'est-à-dire 20 de légumes et légumineuses, puis un régime numéro 4, où il y a 70 de céréales complètes, 10% de potage et 20% de légumes et légumineuses, etc. Donc on voit bien que quand on descend au fur et à mesure dans ce tableau des menus qui est une pyramide alimentaire, elle est dessinée sous forme de tableau, mais c'est une pyramide alimentaire, et dans cette pyramide alimentaire, quand on descend, on arrive au niveau des viandes et des poissons. C'est-à-dire qu'on peut manger des produits animaux à condition de les équilibrer d'une certaine façon, et à condition d'avoir un corps qui n'est pas malade, et à condition d'avoir une expérience pour pouvoir jouer avec ça. Ça, c'est à l'état brut. Ensuite, il faut avoir une expérience sur le plan des transmutations culinaires. Et j'utilise bien le terme transmutation parce qu'un très bon cuisinier, qu'il soit macrobiotique, végétarien, ou qu'il soit un grand chef de cuisine, il fait des transmutations dans sa cuisine, dans son laboratoire culinaire. Il fait des transmutations. Et donc, il y a l'aspect cuisine qui va modifier aussi l'équilibre yin-yang, qui va jouer un rôle. Donc, pour aller très vite, le choix, il y a 3 phases dans l'alimentation. Il y a le choix des aliments yin ou yang. Je choisis à l'état brut et naturel. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est la cuisine, qui joue un rôle très important dans la façon de moduler et de combiner yin-yang. Et puis, il y a une troisième phase, c'est la façon dont on va manger. Le mode alimentaire, c'est-à-dire la mastication, mais aussi la façon dont on va digérer, dont on va se comporter à table, qui joue un rôle important, et spécialement dans, l'aspect du corps. Et ces 3 phases-là jouent un rôle très important dans n'importe quelle alimentation, que ce soit en nutrition, alimentation, type médical, etc. et tout ça, elles jouent un rôle très important. Pour en revenir au régime numéro 7, et pas me perdre le fil, le régime numéro 7, c'est d'abord un régime. C'est un régime qui est une cure de céréales complètes à 100%, dans laquelle on peut ajouter des algues, si on veut Je rappelle que les algues sont très riches en oligo-éléments minéraux, notamment en fer, en vitamine B12, en calcium, en phosphore et aussi en sodium. Et puis, je ne parle pas de la micronutrition, le cobalt, l'aluminium, l'or, etc., où il y a une très bonne quantité de ces éléments dans les algues. Donc on peut rajouter, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du riz cru, non cuit, et basta. C'est pas ça le régime numéro 7. Le régime numéro 7, c'est 100% de céréales complètes, naturelles, bio, ce serait très bien, naturel ou sauvage, auquel on peut rajouter du gomasio. Ce qu'on appelle le gomasio, c'est des graines de sésame qui sont... c'est une vieille recette qui existe en Orient depuis des milliers d'années. On mettait ça avec de la salade. Au Moyen-Orient, quand on voyageait dans tout le Moyen-Orient, etc., que l'on connaît, et dans la salade, on ne mettait pas de citron ou de choses comme ça. On mettait une sorte de gomasio, c'est-à-dire on moulait le sésame avec un petit peu de sel, et ça faisait une espèce de poudre qu'on ajoutait avec de la salade, et avec d'autres éléments évidemment, et ça faisait une salade. Le gomasio, c'est du sésame qui est grillé, qui est moulé, pas complètement, en partie, dans lequel on ajoute du sel fin grillé. Du sel grillé fin, dans lequel on mélange tout ça, et on ajoute ça à l'assiette numéro 7 de céréales complètes. On peut ajouter des algues et on peut ajouter ce qu'on appelle, c'est un spécifique qu'on appelle les azuki. Les azuki, ce sont des petits haricots rouges japonais qui font une très grande différence avec les haricots normaux que l'on consomme, les haricots blancs, les rognons de coque, etc. C'est très différent parce que ce sont des petits haricots rouges qui sont riches en sodium et très concentrés, donc yang par rapport aux autres qui sont très 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 yin.
Et il y a des macrobiotiques, même des macrobiotiques qui confondent les deux. Et dans les céréales complètes, ce que je vous ai dit, je voulais dire sur le numéro 7 qui est important quand même. Les céréales complètes, c'est pas seulement le grain. On peut très bien manger des crêpes dans le numéro 7, on peut manger du pain, si c'est du pain fait maison, cuisine, on peut manger du boulgour, du pil-pil de blé, on peut manger des galettes de blé, on peut manger de la crème de riz, c'est du riz grillé que l'on moud et à partir de laquelle on fait une crème de riz qui est très bonne pour le petit déjeuner. Ça, c'est le numéro 7. Et c'est un régime. Ça veut dire qu'il est limité dans le temps. Donc, il est conseillé pour 10 jours. C'est une cure pour 10 jours, une cure de céréales complète. Il ne faut jamais oublier un point important, c'est que les céréales complètes, je dis bien complètes, c'est la base alimentaire de toutes les grandes civilisations. Ceux qui prônent en disant que les céréales, c'est plein d'amidon, etc., c'est qui confondent certainement les féculents avec les pommes de terre et les céréales complètes qui n'ont rien à voir. Je répète, c'est la base alimentaire de toutes les grandes civilisations. Qui connaît un petit peu l'histoire alimentaire verra que partout où il ira sur toute la planète, il verra que la base traditionnelle de l'alimentation, c'est au moins entre 50 et quelquefois 90% de céréales complètes, auxquelles on ajoute des légumineuses, des légumes, et ensuite des spécifiques, etc., du poisson, un petit peu de viande, etc. Mais le centre, c'est là. D'ailleurs, en France, le pain, c'est une tradition absolument... même aujourd'hui, j'ai une boulangerie qui est pas loin de chez moi. Le dimanche, c'est très simple, il y a une file d'attente, et je le dis en vérité, de 150 mètres. Je l'ai mesuré devant le boulanger, le dimanche. 150 mètres pour acheter du pain. Alors évidemment, c'est un boulanger qui fait du pain blanc, mais il fait aussi du pain artisanal, et même il s'est mis au pain bio. Voilà. Donc voilà le régime numéro 7. Ensuite, il y a une chute des céréales qui se fait volontairement pour permettre à des débutants ou à des personnes qui entrent, à des carnivores, etc., de pouvoir devenir flexitariens, c'est-à-dire de manger moins de viande. Au lieu de manger de la viande tous les jours, ils mangent de la viande 1 ou 2 fois par semaine. Et par rapport à la quantité de l'assiette, ils prennent leur viande à raison à peu près de 20% ou de 15% ou de 25%, en additionnant dans un équilibre parfait. Et ce tableau paraît très simple comme ça au premier abord, mais en réalité, c'est la base, c'est le cœur de la macrobiotique avec les 9 familles dont on a parlé. Les 9 familles classées de façon énergétique, c'est comme ça que l'on peut se repérer. Si moi je suis yin, je vais manger des aliments plutôt yang. Si moi je suis yang, je vais manger plutôt des aliments plutôt yin dans mon assiette. Donc une assiette est dominante yin ou yang. Voilà. Ensuite, il y a la question de la boisson. Il recommande quand même de boire le moins possible afin d'aller aux toilettes le moins possible dans la journée. En plus de ça, il y a une grande variété de thés qui sont mentionnés et de préférence un thé bancha, alors qu'on nous rabâche d'habitude de bien s'hydrater en buvant de l'eau. Pourquoi là, c'est pas recommandé ? Je vais commencer par citer, et moi en tant que biologiste, je peux le dire aussi, par citer les exobiologistes. Les exobiologistes, ce sont les astrophysiciens, les astronomes qui s'intéressent à la vie sur les autres planètes. Quel est le premier critère qu'ils regardent sur une planète ? S'il y a de l'eau. C'est l'existence de l'eau. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, elle est très importante. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes constitués, nous, pratiquement, en fonction des personnes, de leur régime alimentaire, de leur alimentation et de leur constitution, entre 65 et environ jusqu'à 85% d'eau. Il y a des obèses, par exemple, qui sont obèses non pas seulement de gras, qui pèsent 150 kg, ou même 200 kg, et qui sont aussi des sacs à eau. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la graisse, mais il y a aussi beaucoup d'eau. C'est pour ça que quand ils se mettent à faire un régime alimentaire, ou ce qui est malheureux, à une opération chirurgicale sur l'estomac, pour réduire l'estomac, eh bien, ils perdent très rapidement 10, 20, 30 kilos dans les premières semaines. C'est de l'eau qui est perdue. Et donc, nous sommes constitués de cette eau. Ça veut dire que l'eau, chez nous, et pas seulement chez nous, chez la plupart des animaux, elle a une très grande importance. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans l'existence, et on le sait très bien qu'il y a un pôle ici négatif, on sait très bien qu'il y a ici un pôle positif, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Il y a des limites dans toute chose. Quand on commence à engager une procédure, une action quelconque dans la vie, dans la société, etc., on sait que l'on peut faire ceci jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas aller trop loin, comme peut-être on le constate actuellement dans la société française.
Si on va trop loin, on dépasse ce qu'on appelle la ligne jaune, et même la ligne rouge, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Et s'il n'y en a pas assez, c'est aussi la catastrophe. Donc il y a une sorte de juste milieu dans l'eau. Et ce juste milieu dans l'eau, il a été évidemment un petit peu dilaté, amplifié, exagéré par les industriels vendeurs d'eau, et qui disent à la plupart des consommateurs, vous pouvez boire 2, 3, 4 litres par jour, c'est très bon pour les reins, ça vous nettoie, etc. C'est une absurdité biologique et même biochimique, c'est complètement absurde. Boire trop d'eau, ça fatigue les reins. Boire trop d'eau, ça crée toute une cascade, véritablement. Avoir trop d'eau dans le corps, ça crée une cascade catastrophique. Par exemple, ça dissocie le nombre des électrolytes dans le sang. Et ces électrolytes sont très importants parce que ils jouent un rôle de ce qu'on appelle d'osmolarité dans le sang, donc de pression dans le sang, mais aussi ils jouent un rôle de courant bioélectrique et donc énergétique dans le corps humain. Et nous sommes une pile, hein. Nous sommes une véritable pile et on a une énergie. D'ailleurs, ça a été calculé, je crois que c'est 40 kWh, si ma mémoire est bonne, ça a été calculé, etc. Et donc, l'eau, boire trop d'eau, c'est aussi déclencher un ralentissement des échanges extracellulaires, parce qu'il y a un liquide interstitiel entre les cellules et entre le milieu intérieur qui joue un rôle très important. Les cellules sont entourées d'un liquide très particulier, et c'est une question de dilution. Si c'est trop dilué, à ce moment-là, les transports intra- et extracellulaires se font mal. Après, il y a des conséquences sur l'eau qui jouent un rôle très important, notamment au niveau de la dilatation du corps, notamment au niveau de la physiologie, de la neurophysiologie, etc., au niveau du système nerveux. La quantité d'eau idéale, en tout cas pour quelqu'un qui pratique, qui est végétarien, macrobiotique, etc., c'est 1,5 litre, 1 litre ou 1,5 litre par jour, cuisson comprise, haute cuisson comprise. Et on voit très bien... Comprise. Haute cuisson comprise, parce que dans la cuisine végétalienne, végétarienne, j'allais dire, suivant un certain courant, c'est-à-dire assez proche de l'application naturelle. Et dans la macrobiotique, on récupère l'eau. Ah, okay. Quand on cuit du riz complet, quand on cuit des légumes, et quand on cuit du riz, on ne jette pas l'eau du riz. Quand on cuit des pâtes, on ne jette pas l'eau des pâtes, on la récupère. On la récupère pour l'utiliser pour en faire une sauce, ou qui vont servir pour les pâtes. Donc toute l'eau est récupérée. Et donc, la consommation quotidienne, c'est à peu près au maximum 1,5 litre. Et c'est largement suffisant. J'ai proposé à des personnes qui venaient à mes ateliers d'essayer, je dis bien d'essayer, de ne pas boire pendant 3 jours, de faire un jeûne de 3 jours sans boire. Eh bien, la moitié des personnes, puisque j'ai eu des appels téléphoniques, etc., la moitié des personnes l'ont pratiqué en pensant qu'ils allaient tenir 24 heures. Et bizarrement, ils ont tenu 3 jours. Et ils m'ont téléphoné en disant « mais c'est extraordinaire, je n'avais pas trop soif, en plus je me portais bien, je dormais peu, j'étais en forme, c'était remarquable, etc. » Voilà comment, véritablement, on peut faire la différence entre une soif mécanique et une véritable soif. La soif mécanique, c'est on sent quelque part quelque chose dans la salive ou quelque chose et on estime par là qu'on a soif. C'est une fausse soif. La vraie soif, c'est une soif qui vient de l'intérieur, à partir de chémorécepteurs, mais à partir du complexe aldostérone, rénal, etc., rénine, etc., qui joue un rôle très important. Si on habitue le corps à boire trop, à ce moment-là, on a cette habitude, cette routine de boire trop, et à ce moment-là, effectivement, on a des petits problèmes qui se posent, et après des gros problèmes qui se posent, et je passe là-dessus. Merci beaucoup. On va finir un peu avec les derniers conseils que j'ai trouvés chez Georges Osawa. Alors, les autres conseils, il y en a qui me choquent pas plus que ça. C'est pas de boissons industrielles, pas d'ingrédients colorés chimiquement, pas d'œufs non fertilisés, pas de conserve et puis cuisson à l'huile végétale ou à l'eau, dans des récipients en fonte émaillée, terre cuite ou pyrex, utilisation du sel marin non raffiné, non enrichi, pas de fruits et légumes à l'engrais chimique et pesticides, pas d'aliments issus d'une région éloignée, aucun légume hors saison, et là, franchement, il n'y a aucun problème, je l'entends. Certains sont un peu moins compréhensibles et plus compliqués. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus. Il dit, par exemple, éviter les légumes les plus
yin comme les tomates, les pommes de terre, les aubergines. Ne prenez pas d'épices ni ingrédients chimiques à l'exception du sel naturel, des sauces macrobiotiques et du miso que vous trouverez dans des maisons spécialisées en France et en Belgique. Là, c'est hyper précis. Le café est interdit, seuls les thés de Chine naturels et le thé japonais sont permis. Presque tous les aliments provenant d'animaux domestiques comme le beurre, le fromage, le lait ou les chairs de poulet, de porc et de bœuf qui ont été traités avec des produits chimiques, tandis que la plupart des animaux sauvages, oiseaux, coquillages, en sont purs. Donc là, c'est un peu plus précis et un peu plus peut-être compliqué à entendre, nous, dans notre société occidentale. Alors, on va dire, pour poser un cadre, dans l'alimentation macrobiotique, dans le principe macrobiotique, il y a des aliments déconseillés ou interdits. Alors, les aliments déconseillés ou interdits, on peut les lister. C'est les sucres, le sucre blanc, le sucre de canne et les miels, qui sont très riches en fructose. Donc, pour le diabétique, c'est impeccable, ça. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le sucre. Alors, moi, je lis à gauche, à droite, des médecins, des scientifiques, des biologistes, etc., qui écrivent que le sucre est un poison. Il faut savoir que ça a été déjà explicité par Paul Carton, dans les années 50-60, qui est un médecin, chirurgien des hôpitaux, etc., et qui disait que le sucre était un poison et que la viande en excès était aussi un poison. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le café. Alors le café, il est interdit. Il est très déconseillé. Alors, évidemment, si on en prend de façon exceptionnelle, c'est pas catastrophique. Mais en général, les gens qui boivent du café tous les jours, c'est une catastrophe. Alors, le café, je rappelle, les cafés jouent un rôle pratiquement, ils provoquent une peroxydation de la villosité intestinale. Après, il y a des personnes qui ont des maladies cœliaques, des problèmes intestinaux, le côlon irritable, etc. Il faut savoir que le café provoque une hyperoxydation, un stress oxydatif au niveau du corps. Ça, c'est important à savoir. En plus, il crée quelque part au niveau de la physiologie digestive, il crée une perturbation de la physiologie digestive. C'est-à-dire, on voit les gens manger et après prendre un café après le repas. C'est une catastrophe. Quelque part, il y a ce qu'on appelle, quand on mange, il y a un coefficient de digestibilité. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de nutriments qui est récupérée au niveau de l'entérocyte, c'est-à-dire des intestins, et qui est absorbée. En fonction des personnes, il y a des personnes, c'est 70%, 80%, mais d'autres personnes, c'est 30%. Si vous buvez du café, ça sera sûrement 30%. Et donc, tout ce que vous avez mangé, est rejeté, à la selle. Et donc, ça fait partie du gâchis alimentaire. En plus je crois que c'est 500 kilos de gâchis alimentaire par an chez les Européens, si ma mémoire est bonne. Ça fait partie aussi du gâchis alimentaire. Donc, c'est le café. Le troisième qui vient, ce sont ce qu'on appelle les produits animaux. Les produits animaux les plus terribles, les plus catastrophiques, ce sont les abats. Alors, mais la vitamine B12. Mais la vitamine B12, il y en a des grandes quantités. Alors, la vitamine B12, chez les végétariens et les végétaliens, parce qu'ils craignent cette histoire de vitamine B12, la vitamine B12, il faut qu'ils regardent les teneurs de vitamine B12 dans le domaine des algues, c'est-à-dire des kombus, ce qu'on appelle les kombus et les wakame, mais aussi la laitue de mer. Ils regardent bien la composition. C'est 10 fois plus que dans la viande de bœuf. On en a 10 chez Sunday, 15 aussi. fois plus. C'est énorme. Ça, c'est pour la vitamine B12. D'autre part, il a été prouvé que, maintenant on parle du microbiome, comme tu le sais, du microbiote, où il y aurait à peu près 10 000 environ, 10 000 espèces de bactéries dans l'intestin, pas dans le corps, parce que dans le corps, il y en aurait, si ma mémoire est bonne, 40 000 milliards. Il y aurait à peu près, on aurait nos cellules somatiques, c'est-à-dire somatiques à nous, humaines, c'est 30 000 milliards. Et les cellules, les bactéries, c'est-à-dire des cellules étrangères, qui créent une symbiose avec notre corps, une symbiose, c'est-à-dire une entente cordiale, une coalition cordiale. Ce mot est très en vogue actuellement. Une coalition, il y en a 40 000 milliards. Donc il y en a un peu plus. Il n'y en a pas, d'après les chercheurs, il n'y en a pas 100 000 milliards, il y en a 40 000. Donc parmi ces bactéries, le nombre vient, et donc la bactérie, c'est Streptococcus griseus. C'est cette bactérie dans les intestins qui fait de la vitamine B12. Donc, on est paré en matière de vitamine B12 et ça ne pose aucun problème concernant les végétariens, les végétaliens
ou les macrobiotiques. Maintenant, si véritablement on veut être, rassuré d'une certaine façon ou d'une autre, on peut manger quelques produits animaux, etc. On a vu dans les menus que c'était possible. Les viandes est le troisième élément, et donc il n'est pas du tout nécessaire pour l'être humain, dans le prisme alimentaire humain, la viande est très éloignée. Le prisme alimentaire, c'est un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième, un quatrième cercle. Dans le cercle du milieu, ce sont surtout les céréales complètes, les végétaux, etc. et les légumineuses. Et puis ensuite, on a un deuxième cercle qui compose d'autres types d'aliments, et puis un troisième, etc. C'est à l'extrême, les viandes sont à l'extrême. Les viandes, surtout les viandes de mammifères. Je déconseille formellement à quiconque de manger régulièrement des viandes de mammifères. Les mammifères, hein, c'est la vache, le cheval, la chèvre, etc., qui sont des mammifères comme nous. C'est presque du cannibalisme. C'est pratiquement du cannibalisme. Pratiquement, ce sont des mammifères. Ils ont une intelligence, ils ont des émotions, ils rêvent. Il y a tout un ensemble de choses qui jouent. Et les poissons mammifères dans l'océan, ils ont une intelligence, et même à certains plans d'intelligence, ils sont plus intelligents que l'homme. Les dauphins, les orques, etc. Tous les mammifères. Donc manger de la viande de mammifères, je dis, c'est presque du cannibalisme, pratiquement. Donc éviter les viandes terrestres. On peut manger de la volaille si on veut, parce que voilà, c'est pas un mammifère, mais c'est la volaille. Du poisson, parce que ce sont des produits de la mer, ils sont un peu plus, dans un état, on va dire, yin, pour employer l'expression, primitif. Mais les viandes sont vraiment exclues. Ensuite, le quatrième élément, alors qui n'est pas du tout un aliment, ce sont les blifs, ce que j'appelle les blifs. Les blifs, ce sont les beurres, lait, yogourts et fromages. Ce ne sont pas des aliments, absolument pas. C'est une invention industrielle. Le lait, etc., c'est une invention industrielle. Ça existe depuis plusieurs milliers d'années, le lait de chamelle, le lait de chèvre, etc. C'est parce que les peuplades nomades, en cas de survie, ils avaient la possibilité, au lieu de tuer leur animal qui leur était très cher parce qu'ils transportaient, etc., ils prenaient leur lait. Ils buvaient leur lait et ça leur permettait de tenir un certain nombre de temps avant de trouver, les moyens de se sustenter, de s'alimenter, etc. Et donc, c'est une pure invention. Ensuite, ça a été développé, etc. Mais manger des laitages, du beurre et des fromages provoque un ensemble de conséquences. Le mucus, les dépôts au niveau des organes et au niveau des cellules, un ralentissement métabolique, au niveau des problèmes de cancérogénèse, on peut le constater au niveau des organes qui sont sensibles, comme par exemple les organes génitaux. Chez la femme, ce qui est très sensible, c'est le col de l'utérus et les ovaires. Il y a un durcissement des ovaires et au niveau du col de l'utérus, il y a une multiplication cellulaire qui peut se faire. Il faut savoir que là, je parle des laitages et des fromages chez des animaux sains. Mais les gens mangent du laitage et du fromage chez des animaux qui sont traités. Il faut voir, comme nous, il faut voir quelle est l'alimentation que l'on donne à ces animaux pour faire du lait. Et quels sont les antibiotiques qu'on leur donne, les antidépresseurs, les hormones de croissance, etc., qu'on leur donne. On a découvert d'ailleurs que les antibiotiques provoquaient une croissance accélérée chez certains animaux, en tout cas la vache, etc. Et donc, il faut savoir. Donc, il y a en plus de l'inconvénient de l'aliment naturel, il y a un inconvénient au niveau des pesticides qui sont des pesticides et des produits négatifs qui sont utilisés dans ce type de. Puis le cinquième élément, c'est qui est déconseillé et négatif. Tu l'as dit, ce sont tous les produits qui sont transformés, les pesticides, etc. Et ça, c'est tout à fait dangereux parce que ça provoque au niveau des perturbations au niveau des biosynthèses nucléiques, c'est-à-dire de l'ADN. Et ces biosynthèses nucléiques, quand elles sont mal foutues, à ce moment-là, on fabrique des cellules qui sont un peu folles, qu'on appelle des cellules cancéreuses. Ça fait des tumeurs, et après, ça crée des métastases. Qui est une maladie yin, d'après Georges Savoie, parce qu'elle est dominée. Le cancer, c'est crabe, hein, c'est dominé par la force centrifuge et qui s'éloigne de plus en plus. Lorsqu'on laisse un cancer se faire tout seul et qu'on continue toujours avec le même régime alimentaire, eh bien à ce moment-là, ça se disperse partout dans le corps. On va passer à ma partie préférée, en fait, pour remettre tout dans le contexte. À la fin du livre, j'ai vu qu'il y avait un centre macrobiotique listé à Berlin, c'est là où j'habite. Alors, j'ai checké sur Internet et en fait, il existe même un restaurant, ce qui est très rare apparemment. Et donc, j'ai eu un peu la bougeotte et l'envie d'aller rencontrer des gens sur place là-bas. Et j'ai rencontré 3 personnes, Steven Acuff, Vera Gardhoff et Hans
Arthur Schmidt. Steven, c'était un Américain qui parle parfaitement allemand et qui vit en Suède. Il a travaillé pendant plusieurs années comme conseiller nutrition à la Habischwalds Clinic de Kassel, une clinique spécialisée en médecine interne et psychosomatique et oncologie. Il a fait plusieurs ouvrages, donc j'ai pu lui poser des questions pendant une conférence. Il y avait aussi Vera qu'on voit sur des vidéos que je vous ai ramenées. Donc si vous êtes en train de nous écouter, vous pourrez voir ces vidéos sur la version de YouTube. C'était une conseillère en nutrition passionnée et présidente de l'association macrobiotique à Berlin. En fait, une véritable ambassadrice puisqu'elle donne des cours de cuisine aussi. Et c'est même elle qui avait préparé un repas le jour où j'ai visité le restaurant. J'ai aussi pu parler au directeur du restaurant. Et lui, ce qu'il me disait, c'était plutôt que ça ne se limite pas à la restauration. Ce qu'il fait, il a aussi des commandes de cantine pour plus de 600 enfants issus d'écoles libres et Montessori de la ville. Et lui, il insiste vraiment sur la cuisine locale, vivante, équilibrée, une approche personnelle pour trouver un équilibre en soi. Donc tu vois, j'ai vraiment investigué ce que c'était en fait l'alimentation macrobiotique concrète dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai voulu tester moi-même et je t'ai ramené des images et j'aimerais bien que tu les regardes en même temps que nous. Et puis que comme ça, je te donne aussi ce qui était au menu. Voilà. Oui, là on voit l'entrée du restaurant là. Oui. Naturellement. Le fondateur, celui qui a lancé la macrobiotique dans tous les débuts, c'est Nakamura Jiro, qui est un homme que j'ai rencontré vers la fin de sa vie, qui est d'une gentillesse, d'une très sympathique, conviviale, d'une douceur, etc. C'est tout à fait, il est très très bien. Bon, j'ai vu que les légumes trempaient dans l'eau. Bon, en général, dans la véritable cuisine, on met la quantité exacte d'eau pour cuire les légumes et qu'il n'y ait pas d'eau trempage. Donc là, je vois qu'il y a 2 ou 3 fautes. Donc la betterave, elle est déconseillée parce que c'est un élément, tout à l'heure je ne l'ai pas précisé, quand tu me parlais d'aubergines, de patates, pommes de terre, c'est un joli nom, de patates et de tomates, etc. C'est parce qu'il faut savoir que plus il y a un prisme des aliments yin et yang dans la macrobiotique, et plus les éléments sont éloignés du prisme, plus il est difficile de les équilibrer. Or là, ce que je vois dans l'assiette, ce qui est dommage, j'ai vu des haricots. Non, les haricots n'ont rien à voir avec les haricots, les petits haricots azuki. C'est pas du tout pour faire de la publicité, mais dans ces cas-là, il faut pas les mettre. C'est plus difficile de les avoir à Berlin quand même. C'est comment ? C'est plus difficile de les avoir à Berlin quand même. C'est plus difficile. Non, il y en a. Non, toute l'importation a été faite, etc. Non, il y en a. Il suffit de les demander. D'ailleurs, dans les magasins, beaucoup de magasins en France, ces petits haricots rouges sont bio et ils viennent pas forcément du Japon. Ils sont cultivés, je crois, si je ne me trompe pas, en France. Et il y en a qui viennent des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Il y a 2 ou 3 petites choses. La quantité j'ai vu la quantité de betterave qui a été mise dans l'assiette est beaucoup trop importante. En fait, il faudrait la remplacer par un autre légume. On pourrait mettre à la place des carottes, des poireaux ou autre chose. Et puis, j'ai vu les haricots. C'est pas le fait que ce soit interdit, c'est que le fait que l'équilibre est très délicat à réaliser. Et ça demande une combinaison très particulière, exactement comme le ferait un biochimiste dans son laboratoire, où il sait que s'il ajoute de trop ou pas assez d'autre chose, de quelque chose, à ce moment-là, il n'obtient pas du tout le même résultat et même la molécule qu'il cherche. Donc c'est ça qui est très important. Et donc, il faut savoir que dans une assiette classique macrobiotique, dont on n'a pas parlé, mais dans une assiette classique macrobiotique, c'est au minimum 60% de céréales complètes, sous différentes formes. Ça peut être des pâtes, ça peut être du grain, ça peut être du boulgour. J'avais essayé ici à Lyon le sarrasin aussi. Le sarrasin. Alors les céréales, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que du riz et du blé. Il y a du millet, de l'avoine, de l'orge, du sarrasin que l'on peut utiliser dans l'assiette. Puis ensuite, il y a à peu près
environ 10, 15% ou 20% de légumes et de légumineuses. Et les 10% restants, ce sont des algues ou des spécifiques qu'on ajoute, comme j'ai dit, les haricots rouges, ou alors du natto, du tempeh, etc., qui sont très riches en protéines. Donc le tempeh est très riche en protéines et très riche justement Là, ils les faisaient eux-mêmes en vitamines. Absolument. à partir du pois chiche. Voilà, du tempeh au pois chiche, mais on peut le faire aussi au soja jaune, puisqu'on a un taux de protéines très élevé. Mais dans le pois chiche, il y a un taux de fer qui est très élevé. Donc c'est intéressant aussi. Donc voilà l'assiette. Après, et c'est là qu'on revient au tableau des 10 menus, on regarde l'assiette et on se dit, oui, mais je veux manger du poisson. À ce moment-là, on diminue les céréales et on ajoute le poisson. Mais on augmente aussi un petit peu les légumes. Et puis si on veut prendre un peu plus de poisson, eh bien, ou alors d'autres choses, de l'œuf par exemple, à ce moment-là, il faut diminuer les céréales. Bon, ce qui est recommandé, c'est plutôt le poisson. Lorsque tu regardes dans le Zen macrobiotique, tu vois qu'effectivement, le produit animal le plus utilisé, c'est le poisson. Et puis de temps en temps, des œufs. Et les œufs faits d'une certaine façon, cuisinés d'une certaine façon, etc. En tout cas, les assiettes, elles étaient bien fournies. Je crois qu'ils comptent pas du tout les calories. J'ai eu du mal à finir. Les calories ne jouent pas un rôle dans l'énergétique. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que si jamais on maîtrise le yin-yang, à ce moment-là, on peut manger des grosses quantités sans véritablement prendre un gramme. Et elle m'a bien aussi donné d'exemples de ce qu'elle fait à la maison, Vera. Elle prend par exemple de la soupe miso le matin et elle dit que c'est super parce que il y a les algues, il y a le tofu, il y a les légumes et du coup ça fait un bon équilibre directement dans la soupe. Elle est très riche, sa soupe miso, elle est très bien. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et alors, je parle pas Alors, la soupe miso, ce qui est très important, parce que certains ne le savent pas, c'est que quand on met le miso lui-même, qui est très riche en vitamines, probiotiques, qui est très riche de certains minéraux, riche en protéines, mais aussi en acides aminés, certains acides aminés, il faut le mettre à la fin. Il ne faut pas le faire bouillir. C'est très important. C'est-à-dire qu'une fois que tout est prêt, que la soupe est prête et elle commence à bouillir, à ce moment-là, on a dilué le miso et on le met dedans et on attend que la soupe repart. J'allais dire, il y a un frémissement. À ce moment-là, on coupe immédiatement pour préserver au maximum à la fois les flaveurs, les odeurs, mais le goût, mais aussi la texture du miso. Et même chose pour les autres ingrédients. Du coup, je ne savais pas trop, moi, quoi choisir parce que, par exemple, le directeur du restaurant disait quand il fait chaud, j'ai besoin de quelque chose qui me refroidit. Quand il fait froid, comme à Berlin, j'ai besoin de quelque chose qui me réchauffe. Donc, c'est un peu à savoir si je suis yin, si je suis yang. Comment, moi, je peux savoir, du coup, ce que j'ai besoin de manger? Oui, tout à fait. Alors, il y a 3 choses. La première, c'est Comment est-ce que je choisis des aliments yin ou yang? Comment est-ce que je sais si un aliment est yin ou yang? Comment est-ce que je peux le savoir? Alors, il y a le tableau des 9 familles, qui est dans le Zen macrobiotique, qui donne un cadre qui permet de bien s'orienter, un petit peu comme une boussole, un compas. Le deuxième, c'est est-ce que je suis yin ou yang? Alors, deuxième, yin ou yang. Et troisième, l'environnement, le climat. Dans quelle saison je suis? Je suis en hiver, au printemps, en été? Est-ce que je suis au pôle Nord, au pôle Sud? Est-ce que je suis proche de l'équateur? Est-ce que je suis proche d'un océan, sur une plage, ou à la montagne, etc. Donc il y a une géophysique, on va dire une géoclimatique à prendre en compte et qui joue un rôle très important. Oui, mais si on va... Pardon, je te donne un exemple. Il m'avait dit, par exemple, si on habite près de la mer, on a beaucoup plus d'iode et du coup, on a besoin de moins d'iode dans son alimentation. Exactement, mais moi, je ne le dirais pas comme ça. Moi, je dirais que quand on est proche de la mer, c'est plus yang et donc on a besoin d'un peu plus de yin. On peut prendre un peu plus de yin. À la montagne, c'est plus yin et on peut prendre un peu plus de yang. Mais c'est très vrai pour l'iode. Il n'y a pas que l'iode, d'ailleurs. Il y a aussi le fait, les embruns marins ne transportent pas que de l'iode. Il y a aussi des minéraux volatiles qui sont transportés par les vapeurs d'eau et par certaines poussières. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà les 3 éléments qui jouent un rôle et qui jouaient un rôle très important dans la Chine ancienne, dans l'Inde ancienne, il y a 5000 ans, et même il y a 12 000 ans en Inde, et il y a 10 000 ans en Chine. Et à partir de là, il y avait un premier élément, la terre, un deuxième élément, l'homme, et un troisième élément, le ciel. Et donc, c'est ce qu'on appelle les trigrammes.
Et il y avait l'invention d'un bâton qui était plein, c'était le yang, et un bâton qui était, on va dire, brisé, qui est le yin. Et à partir de là, en faisant ce qu'on appelle des permutations de bâtons, on obtient 8 trigrammes. Et à partir de ces 8 trigrammes, il y a eu toutes les techniques d'application scientifique et même philosophiques en Chine qui se sont faits à partir de ces trigrammes. Et donc j'en viens au fait que il faut savoir si on est yin ou yang, il faut savoir la géoclimatique, c'est-à-dire que où on est exactement, et troisièmement, les aliments qui sont yin ou yang. Et ça, c'est les aliments qui sont soit yin, soit yang. On peut se repérer dans les 9 familles, mais il y a aussi 5 critères qui sont très faciles. C'est 1, la couleur, 2, la forme, 3, la quantité d'eau, 4, si c'est la densité de l'aliment, s'il est dense ou s'il est spongieux, etc. Et puis 5, le rapport potassium-sodium. Bon, c'est facile de trouver des tables potassium-sodium des aliments. On cherche l'ananas, l'œuf, etc. Et puis 6, qu'on peut ajouter très facilement, c'est le goût. Le goût, on voit s'il est sucré, acide, etc., c'est qu'il a une tendance yin. Et puis s'il est amer et s'il est salé, c'est qu'il a une tendance yang. Donc voilà. Et à partir de là, on a nos aliments qui sont soit yin, soit yang. Après, il faut que je dise quelques mots là-dessus parce que c'est très important. Même chez les macrobiotiques, il y a les macrobiotiques et autres, il y a un point d'interrogation là-dessus. On a 3 constitutions. On a une constitution qui est une constitution dite générationnelle, qu'on a hérité de nos parents, mais précisément de nos ancêtres, et qui est une constitution yin ou yang. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une constitution yin ou yang. Il y a une deuxième constitution qui est une constitution acquise, ou constitutionnelle acquise, c'est-à-dire que c'est la constitution que l'on a construite soi-même dans la vie, par rapport à notre alimentation, notre comportement, notre activité dans la société, etc. Donc on est devenu, il y a des gens yang au départ, dans l'enfance, et qui sont devenus yin. Puis il y a des gens yin au départ, qui sont devenus yang. Donc le film de la vie, depuis, on va dire, la naissance. Je ne prends pas la gestation, parce que la mère joue un rôle très important aussi dans le yin-yang, et dans la constitution yin-yang. Mais je prends à partir de notre responsabilité, entre le moment où on est né et le moment où, aujourd'hui, où on décède, on est yin ou yang. Et la troisième constitution qu'il faut prendre en compte dans le yin-yang, même si ça paraît un peu compliqué, mais c'est très important, c'est la constitution fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a des cycles yin-yang. On n'est jamais yang constamment dans la journée, ou dans les semaines qui suivent, et yin constant. Il y a quelque chose qui est cyclique, et qui a été montré évidemment dans la médecine chinoise, toutes les 2 heures, ou toutes les 6 heures, ou toutes les 24 heures, ou toutes les 72 heures, et aussi tous les 10 jours, et tous les 3 mois, tous les 9 mois, etc. Il y a des cycles. On a une tendance yin dans un cycle, et puis après on passe à une tendance yang, etc. Voilà, c'est périodique, c'est exactement comme les ondes, à haute fréquence et à basse fréquence, ça joue un rôle. Donc ces 3 constitutions sont à prendre en compte, mais ce qui est important, c'est surtout, bien entendu, qui est plus facile, les éléments yin ou yang dans le zen, et l'environnement, la géoclimatique. Après, notre constitution, on peut le sentir quand même si on est yin ou yang. Il y avait tout un dernier chapitre dans le livre, et ce sera aussi ma dernière question. C'était sur les mots, les symptômes, les maladies qui étaient listés avec des recommandations de certains ingrédients qui pourraient être intéressants. Il y a le diabète, les maladies cardio- et neurodégénératives, le cancer. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a, mais voilà, il y avait vraiment des ingrédients particuliers. C'est quoi, toi, ce qui t'a le plus surpris dans cette partie ? Quelque chose qui t'a marqué ? 2 choses qui m'ont marqué en tant que chercheur, et connaissant les 2 mondes, le monde de la science véritablement, on va dire, européenne, et la science orientale. Il y a 2 choses qui m'ont surpris, c'est que ce livre, le Zen macrobiotique, a été édité en 1963. Oui. Il y a 65 ans. Et actuellement, on constate qu'il y a un rapport très proche, et non pas une corrélation, mais une relation directe entre la nutrition et les maladies de civilisation actuelles. À savoir les diabètes, on en a un petit peu parlé, les diabètes, les cancers, l'obésité, les maladies inflammatoires, la BPCO, les maladies pulmonaires, et les MIS-C, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les différentes maladies au niveau rénal, etc. Les maladies cardiovasculaires. Voilà. Ces maladies, qui sont des maladies de civilisation,
dans toutes ces maladies, il y a des publications scientifiques qui montrent qu'il manque telle chose, ou il n'y a pas assez de telle chose, ou le régime alimentaire n'est pas orienté dans cette direction, etc. Et d'ailleurs, le Sénat américain, dans les années, je crois, 70, a changé sa pyramide alimentaire, parce qu'avant, dans la pyramide alimentaire, il y avait des protéines animales, etc. en base. Maintenant, ce sont des céréales complètes avec des légumes et des légumineuses. Il y a eu évidemment une influence qui a été faite par cet étudiant de Georges Savoy qui s'appelle Michio Kushi, qui a influencé véritablement cette pyramide alimentaire au niveau, puisqu'il a plaidé au niveau du Sénat américain, et le Sénat américain et on voit aussi au niveau du ministère de la Santé en France, on voit qu'il y a une tendance. Il y a une tendance comme ça qui va vers l'alimentation, il faut le dire, de tendance macrobiotique, végétarienne macrobiotique, qui va dans ce sens-là. On voit, oui, il faut manger des céréales complètes, parce que c'est bon. Je ne parle pas des petits déjeuners aux céréales, hein, les cornflakes, les machins, etc., dans lesquels il y a du caramel, du sucre, etc. C'est une catastrophe pour les enfants. Mais on peut faire aux enfants des flocons de blé, des flocons d'avoine, comme il existait dans les années 50-60, avec des morceaux de pommes, des raisins secs, etc., au petit déjeuner. Pourquoi acheter ces machins? Évidemment, ça va plus vite, on met de l'eau chaude, etc. Mais il n'y a pas que des céréales. On l'appelle céréales, mais c'est faux. Et donc, on va vers cette tendance de céréales, on va vers cette tendance de légumes, de légumineuses, on va vers cette tendance où il y a moins de viande terrestre, la viande rouge, etc., moins d'œufs, etc., un peu plus de poissons, etc. Et on parle du régime méditerranéen, du régime d'Okinawa, etc. Et on voit cette tendance qui se fait de plus en plus, qui joue un rôle important. Donc, moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça a été édité en 1960 et qu'il était en avance, il y a encore de l'avance. On est encore en avance. Il y a encore de l'avance sur ce niveau-là. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup surprise, c'est le fait qu'il fasse quelque chose que moi, quand j'ai connu ça, j'avais une vingtaine d'années, j'étais étudiant, il arrivait à associer la philosophie orientale et la médecine et la science occidentale. Il arrivait à associer les deux. Donc j'invite les auditeurs à lire un livre qui montre d'où vient véritablement la macrobiotique, un livre qui s'appelle, si je ne l'ai pas encore dit, je ne sais pas, Le principe unique de la philosophie de la science d'Extrême-Orient aux éditions Vrin, VRIN. Ils verront comment ça a commencé déjà dans les années 1920. D'ailleurs, la macrobiotique telle qu'elle est actuellement est née à peu près dans les années 1925. Puis ensuite, il l'a développée en une approche énergétique, puis ensuite, psychologique, humaniste, etc. Puis ensuite philosophique. Et c'est ça qui m'étonne. Et c'est ce mélange. Et on obtient un mariage qui est à la fois porteur aujourd'hui, mais porteur dans 20 ans, dans 50 ans, et même dans un siècle. Et je pense que l'assiette idéale dans le futur, avec le dérèglement climatique, ce qui se passe dans le monde, les maladies qui s'étendent un peu partout, par exemple une épidémie des maladies, ce qu'on appelle une épidémie des maladies non infectieuses, c'est-à-dire l'obésité, etc., eh bien on verra que c'est l'assiette idéale. Je voulais juste revenir sur un truc, et peut-être ça intéresse aussi surtout les auditeurs de Sunday. Quand je suis allée à la conférence de ce Stephen Acuff, il a aussi beaucoup reconnu que clairement il y avait une nécessité à se supplémenter parce que justement on manque de nutriments dans les ingrédients dans notre alimentation, zinc, sélénium, vitamine D, iode, magnésium notamment, et pourtant je vois du coup qu'on recherche ces nutriments pour l'iode par exemple, on en a parlé avec les algues dans la macrobiotique. Du coup, même si on pratique la macrobiotique, ça peut être judicieux de se supplémenter. Les gens viennent à un régime alimentaire, quel que soit le régime alimentaire, un régime de confort ou un régime médical, ou bien un régime végétarien ou macrobiotique, pour 3 raisons. La première, c'est prophylactique, soit à titre préventif parce qu'ils veulent préserver leur santé. La deuxième, c'est parce qu'ils sont malades, ils ont une maladie quelque part, ils ont un dysfonctionnement biologique. Et la troisième, c'est à but philosophique, ou ésotérique, ou spirituel, etc. Et donc, quand quelqu'un commence une alimentation nouvelle, il est intéressant, dans des cas, bien sûr, de se supplémenter en certaines choses. Mais j'ai précisé qu'évidemment, dans certains spécifiques comme les algues, etc., il y avait des éléments. Mais néanmoins, pour aider quelqu'un à entrer dans une alimentation saine,
il est bon que cette personne prenne des supplémentations, soit pour raisons biologiques, soit pour raisons psychologiques, ou les deux, on va dire. Ou alors des personnes qui sont quelque part des débutants et qui sont encore un petit peu entre les deux, comme des personnes qui les vitamines, etc. Et donc, ils n'ont qu'à se supplémenter et ils verront petit à petit que quelque part, s'ils ont besoin. Troisièmement, pour une personne qui essaye de manger de façon saine et qui de temps en et qui de façon due à son histoire personnelle fait des écarts extrêmement violents et brutaux, c'est-à-dire qu'il mange pire que les gens qui sont des mangeurs cafétéria, je les appelle cafétériens industriels. Il mange pire, il fait des écarts abominables, comme par exemple manger un poulet entier avec et 3 kilos de tomates. C'est une histoire vraie. Dans un écart. Et donc, il est bon là d'utiliser certains suppléments. Évidemment, il faut que les suppléments soient de qualité, soient naturels, etc., pour pouvoir, j'allais dire, les consommer raisonnablement dans cette... voilà, dit rapidement. En tout cas, j'étais ravie de travailler sur ce sujet. J'espère que chez vous, vous avez découvert une nouvelle façon de vous nourrir et peut-être vous serez inspiré. Merci encore, Marc, pour ton expertise. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. En attendant le prochain épisode, mangez bien, mangez sain, prenez soin de vous avec Sonne Naturel. Petite question bonus, est-ce que tu as changé ta routine de compléments depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Qu'est-ce que tu prends? Ah non, mais moi, je les goûte. Pour l'instant, je les essaye, ils sont très intéressants. Ouais. Et je peux dire quand même quelque chose qui m'a surpris, c'est la nature de leur fabrication. C'est de Sunday, tu veux dire? Oui. J'ai vu qu'il y avait un respect pour essayer, comment le dire, de diminuer au maximum les interventions, disons, de fabrication. Je l'ai mal dit, mais les gens auront compris, je crois. Merci. C'est-à-dire de les garder le plus naturellement possible. Oui. C'est ce que j'ai constaté. Ça fait partie de nos valeurs. Voilà. Merci en tout réel, cas de c'est réel, tout à fait.